Une entreprise, c'est comme un enfant. Il y a des crises de croissance. Il y a des moments où votre enfant grandit et donc du coup il a mal au genou parce que ça tire un peu dans tous les sens et ça pousse trop vite. Ben voilà, une entreprise c'est un peu comme ça. On a eu des caps. Bonjour, bienvenue sur la chaîne INSAGA Interview France. Moi, je suis Ina Bayé et aujourd'hui, j'accueille Frédéric Guimont. Frédéric, Bonjour Ina. bonjour Frédéric. Frédéric est directeur associé chez Safe Brands et animateur à la Radio Voûte. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Frédéric. Merci Ina. Et c'est un plaisir de passer un peu de temps ensemble et de discuter, enfin de commencer une longue discussion, j'espère, qui sera fructueuse. Merci. J'espère aussi. On y va. Ma première question, est-ce que tu aimes le risque? Alors, je pense que oui. Je pense que oui, j'aime le risque. Et en même temps, j'aime bien calculer mon risque. Et je crois que même quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai aimé le risque. Bon, maintenant, je l'aime toujours autant, mais je le calcule et j'essaye de le maîtriser le plus possible. Le risque, ça se calcule. Donc, c'est savoir qu'on a préparé tout un tas de choses et qu'on peut faire quelque chose qui est super risqué, mais que tout ce qu'on a préparé fait que ça va bien se passer, et qu'on va juste en garder l'adrénaline et le sentiment d'avoir fait ce truc-là, c'est génial. Donc oui, j'aime le risque, et en même temps, il y a des personnes qui pourraient dire, bah non, c'est pas du risque puisque c'est préparé. Alors, je sais pas, grand débat. Je pense que si on aime vraiment le risque et qu'on veut faire ça plein de fois, bah, il faut préparer parce que sinon on le fait qu'une seule fois. Et après, on est étalé par terre. Alors, ça va aller, enfin, ça peut aller du parachute ou de choses comme se faire suspendre au-dessus d'une tour dans un manège, par exemple, à aussi au risque, on va dire, financier. Hein. J'ai monté deux boîtes, en fait. Une qui n'a pas marché, une qui a marché. Monté d'autres projets qui n'ont pas marché. Donc, tout ne marche pas. Mais le moment où on se lance, sans savoir ce qui va se passer, c'est juste un petit moment génial en termes d'adrénaline et de sentiments. Donc, ouais, je crois que j'aime bien ça. J'aime bien le sentiment que ça procure. Et quand tu allais risquer le plus? Alors, bah, évidemment, la seule chose qu'on a et qu'on peut jamais réavoir, c'est la vie. Puisqu'on peut risquer de l'argent. Si on perd tout son argent, on peut peut-être en retrouver. Alors, des fois c'est un peu difficile de retrouver, etc. Hein. Je pense que finalement, le plus grand risque, c'est le côté risque physique. Euh, Le parachute n'est pas un risque, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on a quand même l'impression, et on a en tête, j'ai toujours eu en tête à chaque saut, que mon parachute allait se déchirer, il s'est jamais déchiré. Mais on a ce truc-là. Et puis après, bah, ça va être plutôt sur des choses, plutôt sur des falaises. Enfin, je suis pas un grimpeur, hein, je suis pas un escaladeur, mais j'ai pu me balader au bord de falaises et essayer de sauter d'un endroit à l'autre euh, pour voir si. Voilà. Et finalement, ça a bien marché. Voilà. Donc oui, on peut risquer sa vie à certains moments, et ça, effectivement, maintenant, je crois que je le fais plus. J'approche la cinquantaine, je l'ai fait. C'était peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, c'était assez jouissif. Quand tu étais petit, tu voulais devenir qui? Euh, alors, petit, je sais pas, j'ai pas de souvenir. À un moment, bon, bah, à un moment, je me suis identifié à mon père à un moment. Bon, après, je l'ai perdu assez tôt, donc du coup, j'avais plus vraiment de modèle. Donc, bah, du coup, je me suis identifié à tout un tas de héros et j'aurais voulu être aussi un pilote de chasse, d'avion, etc., ou astronaute, ou tout un tas de choses. Et au fil du temps, après, je me suis vraiment intéressé plus à la musique, on va dire, qu'au pilotage d'avion ou d'engin. Je crois qu'après, il y a eu un moment, une période qui n'était peut-être pas la meilleure, hein, où j'aurais voulu être Sid Vicious, qui était le bassiste des Sex Pistols, qui n'a pas eu une vie phénoménale et très longue.
mais je trouvais que ce côté justement nos futurs était intéressant. Et puis quand j'ai atteint l'âge auquel il est mort, je me suis dit bah non finalement moi j'ai envie de vivre encore. Donc finalement j'ai juste eu envie d'être moi. Mais on peut s'identifier à tout un tas de choses. C'est plus ou moins intelligent, c'est plus ou moins avec le recul on se dit tiens c'était un peu bête. Mais en tout cas à certains moments on s'identifie, on se lance dans quelque chose et on le vit. Donc voilà maintenant j'aimerais bien être moi tout simplement. Et la première boîte, tu l'as fondue quand? C'est en sortant de l'école, je suis sorti d'un master, j'avais vraiment un projet, j'avais été en Hongrie, j'avais habité là-bas un petit peu, j'avais fait un stage chez un disquaire, un magasin de disques qui s'appelait Black et Noir et qui avait aussi un label. Et je m'étais rendu compte que toutes les structures indépendantes qui sortaient des disques, en Hongrie ou en France, avaient toujours un problème, c'est qu'elles n'avaient pas la taille critique pour réussir à se distribuer ailleurs, dans d'autres pays, etc. Et elles faisaient des petites ventes. Et en fait, à un moment, on se disait, bah, finalement, des petites ventes dans d'autres pays, si on vend dans 10 pays, bah, ça peut être plutôt vraiment ça va avoir un super impact sur ces labels-là. Pardon. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais monter une espèce de groupement d'intérêt économique et j'ai voulu monter ça, j'ai voulu en parler avec des magasins, avec des labels, etc. Ce sont des labels indépendants, des magasins indépendants, et j'avais peut-être sous-estimé une chose, c'est qu'ils sont indépendants. Et que toute idée de groupement d'intérêt économique, genre pour réduire des coûts de prospection, d'envoi, de distribution à l'étranger, euh, pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, c'était vécu comme une contrainte énorme parce que justement ils étaient indépendants et ils voulaient juste faire les choses comme ils le veulent. Donc je me suis heurté à ça, en fait, finalement ces petites structures qui finalement veulent rester petites, d'autres qui voulaient, mais bon après il y avait des problèmes de moyens ou pas. Je me suis lancé un peu là-dedans, on a fait des échanges, il y a eu des ventes. Au bout de 2 3 ans, j'ai réussi à me payer un petit peu, mais c'était quand même pas super génial. Internet est arrivé, j'ai fait quelques sites pour les labels, etc. Donc là, ça a été un peu la bifurcation. J'ai gagné plus d'argent avec les sites Internet qu'avec la vente de disques. Mais cette première boîte, c'était une vraie expérience, quoi. Une expérience, je crois, où j'ai peut-être pris tout ce que j'ai appris à l'école et à 80% fait l'inverse, en me disant que non, moi, je le ferais différemment. Bah, ça marche pas toujours. C'est peut-être intéressant d'appliquer les règles. Donc, non, c'est vraiment une super boîte. Elle s'appelait Daydream. Daydream. Et bah, c'est un rêve éveillé. Et finalement, je crois que c'était vraiment ça. Donc, au bout d'un moment, Daydream s'est arrêté. Et, parce que bon, j'ai eu ma fille, mon deuxième enfant. J'avais un autre job à côté qui marchait plutôt bien. Mais cette première boîte était vraiment une super expérience. J'ai rencontré des gens dans des endroits plus ou moins inattendu. Je suis allé avec des gros sacs à dos, plein de disques d'un endroit à l'autre. J'ai dormi dans ma voiture avec mon duvet pour aller d'un magasin à l'autre. J'ai appris beaucoup sur le recouvrement de dettes très vite, hein. C'est un problème pour toutes les entreprises et je crois que c'est vraiment un truc que j'ai appris et qu'on a appliqué dans la boîte Safe Brands maintenant dans laquelle je travaille. Et bah voilà, au moins ça m'a servi là-dessus, hein, parce que ce monde-là était parfois un peu compliqué pour se faire payer. C'est compliqué. Et il s'agit de quel genre de musique? Alors, il y avait un petit peu de tout. Il y avait un gros volet techno, musique électronique, un gros volet punk, hardcore, musique expérimentale, rock alternatif. Et bah, ces scènes-là, hongroises, françaises, anglaises, par moments belges, suisses, après Australie. Enfin, au fur et à mesure des contacts, j'ai trouvé des gens. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu la double nationalité rock et techno, enfin rock et électronique. Et du coup, bah, j'ai été dans toutes ces ramifications. On pourra se dire plein de choses. Si j'avais été plus spécialisé, peut-être que ça aurait été plus simple. Si j'avais fait plein de choses différemment, ça aurait super marché peut-être. Mais bon, oui, c'était en tout cas de la musique alternative. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre la musique qui se vend pas beaucoup pour en plus la vendre sur Internet à une époque où MP3 était considéré comme on va dire un format expérimental.
Il a plutôt bien marché. Mieux marché que le Riel Audio. Je ne sais pas si des gens s'en souviennent, mais en tout cas, Riel Audio, qui était à un moment peut-être la solution miracle pour écouter de la musique sur Internet, elle n'existe plus. Ben voilà, j'ai participé finalement à l'aventure d'Internet en faisant, en contribuant aux échecs. Parce qu'il faut finalement, pour qu'une aventure progresse, il faut beaucoup d'échecs pour que certaines fleurs puissent après fleurir. Ben voilà, moi j'ai apporté un peu de terreau. C'était en quelle année quand tu as fait tes premières ventes sur Internet? 95. C'était en 95, je sortais de l'école, 95. Enfin, tout était à peu près à inventer, hein. Ma première vente, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un billet de 100 francs à l'époque par courrier depuis la Finlande. Parce qu'il n'y avait pas de paiement électronique. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à. Et au fur et à mesure, on a vu une progression. Bon, après, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Internet, hein, mais on a quand même vu une progression depuis 95 à maintenant, où maintenant on se parle par Internet, via Skype, qui n'existait pas, ou en tout cas qui était assez balbutiement. On n'a pas de problème à se parler parce que la bande passante, c'est de la DSL maintenant. On n'a pas besoin de se connecter avec le petit modem qui fait bip 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 bip. Et on n'a pas besoin de payer à la minute. Donc là, finalement, on peut prendre le temps d'échanger des vidéos d'une super qualité. Là où, quand je mettais un extrait sonore de 30 secondes, c'était un poids énorme et il fallait une petite demi-heure pour le télécharger. Et si on remonte vers 95, c'était quelque chose de nouveau, l'Internet. Comment cette idée de vendre le disque sur Internet est venue dans ta tête? Alors, ben, il y a pas mal de choses dans la vie qui se font un peu par hasard. Et dans ma vie, il y a eu pas mal de choses, des déclics, et en fait, alors, qui sont dus au hasard ou en fait qui sont dus au fait que tous les petits micro-choix que j'aurais fait avant amènent à ça, et à un moment, il y a un gros déclic. Je sais pas, c'est entre le destin et le hasard. Et j'ai acheté un modem parce que je voulais acheter un fax pour envoyer des fax, mais c'était trop cher. Donc je me dis, bah, tiens, c'est génial, je vais acheter un modem et ça fait fax en même temps. Et comme ça se branche à mon ordinateur et j'ai pas besoin d'acheter un fax. Et avec, il y avait un kit d'abonnement Internet, Magic Online, qui existe toujours. Et je me suis dit, ah, c'est génial, ça, c'est bien, je vais envoyer des messages. Et j'ai commencé à envoyer des messages. Alors, il n'y avait pas grand monde à qui envoyer des messages. Oui. Euh, j'ai ensuite commencé à consulter les quelques sites qui existaient déjà, hein, parce que bon, Internet, le premier site Internet est né en 85. J'ai découvert qu'on pouvait, par exemple, il y avait une université américaine qui avait, pour développer un peu Internet et les sites web, avait mis une caméra qui pointait sur leur machine à café. C'est-à-dire que pour savoir s'il y avait du café, plutôt que de descendre d'un étage pour voir s'il y avait du café dans la cafetière, ils avaient mis une caméra. Donc voilà, c'est un des premiers sites que j'ai consulté, c'est ça, c'est de voir s'il y avait du café dans la salle, dans la cafétéria de tel ou tel laboratoire. Et puis après, à un moment, on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait s'envoyer avec certaines autres personnes des listes. On pouvait voir des listes, on pouvait voir des images, on pouvait voir des plans. Et finalement, je commençais à me rendre compte qu'il y a tout un tas de choses qu'on échangeait, que les groupes échangent quand ils partaient en tournée. Bah là, le plan de scène, enfin la liste de matériel, s'ils la mettent sur leur site, bah voilà, et tout est là. Et on n'a plus à s'embêter de savoir où est la liste, est-ce que tu me l'as envoyé par fax, etc. On se rend compte de la potentialité des bases de données, parce qu'une base de données qui affiche des listes qui sont remises à jour, ça te permet d'avoir des stocks et de vendre des choses et de mettre à côté des extraits sonores, des images, la couverture. À un moment, quand les choses étaient un peu compliquées, finalement, le même principe d'un magasin en ligne s'applique aussi pour un peu tout. Il y a un secteur qui faisait pas mal d'argent au début sur Internet, qui était le sexe, qui fait toujours de l'argent. Donc, j'ai aussi transposé mes petits savoirs de développeur à un magasin, un sex shop. Hein. Donc, pareil, on peut mettre des photos et des extraits sonores et un mode d'emploi. Je m'étais dit à un moment que Internet ferait en sorte que les modes d'emploi ne seraient plus jamais utiles. Et finalement, maintenant, on ne regarde plus
on garde plus la boîte, on ne cherche plus le mode d'emploi qu'on a eu quand on a acheté quelque chose. On va avoir un tutoriel, on va avoir le mode d'emploi sur Internet. Donc je sais pas, c'est des petits échanges comme ça. Le besoin de faire des économies tout le temps, on se rend compte qu'il y a un moyen de le faire. Et à cette époque-là, il fallait le faire soi-même. Et plus les technologies ont évolué, plus c'est devenu facile. Maintenant, créer une boutique en ligne, il y a tout un tas d'applications qui le font. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux fait que quand c'était moi, avec mes petits codes, tout simple. Donc non, oui, Est-ce que tu as c'est venu comme compris ça. tout de suite le potentiel de l'Internet? Alors, je pense que je l'ai compris rapidement, mais peut-être parce que justement, j'essayais de l'utiliser pour économiser et pour pouvoir faire des choses que j'avais peut-être du mal à faire avec le téléphone, avec le fax ou avec les déplacements. Donc oui, bah, ça m'est venu un petit peu naturellement. Et ensuite, bah, après, la première entreprise, enfin l'entreprise que j'ai rejoint à Marseille, Safe Brands, qui s'appelait Mail Club à l'époque, bah, finalement, moi, j'étais un de leurs clients. Parce que bon, mon associé était là déjà, il avait monté l'entreprise 6 mois, 8 mois avant. Et j'étais son plus gros client parce que j'ai acheté des adresses chez lui pour tous les groupes ou tous les labels pour lesquels je faisais des sites. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Marseille, on s'est rencontrés. Alors pareil, hein, on peut tous parler de cette époque de start-up où il y a plein de millionnaires, etc. Bah, nous, on s'est vus à une terrasse de café sur le port, près de la mer. Je lui ai dit que moi, j'avais pas d'argent. Il m'a dit, bah, moi non plus. Et bah, on s'est dit, bah, c'est génial, on n'a qu'à faire quelque chose ensemble. Donc voilà. Et on est parti ensemble comme ça pendant 4-5 mois. Et puis après, bah, finalement, on s'est dit, bon, quand même, là, ça peut marcher, ça peut faire un truc un peu plus solide. Et bah, maintenant, l'entreprise, il y a 39 personnes et on est au Canada et en France, à Paris, Marseille. Et on gère des grands comptes sur leur présence digitale. Et finalement, ça a plutôt marché. Mais c'était pas gagné non plus. Donc oui, ça va être une part de risque aussi, d'amour du risque en fait. Et c'était en quelle année ça? 98, quand je venais d'arriver à Marseille. Et vous êtes toujours ensemble avec ton associé? Alors, je suis arrivé pour suivre ma compagne, donc je ne suis plus avec ma compagne, mais par contre, je suis encore avec mon associé. Donc du coup, c'est un couple qui dure depuis 20 ans et quelques, bientôt 22 ans. Bon, maintenant, il est au bureau de Montréal. Et effectivement, on a avancé ensemble, on a été un, deux, on a eu un bout de bureau dans un entrepôt, et puis après un bureau un peu mieux, et puis après d'autres bureaux. Voilà, on n'a pas fait vraiment le modèle startup où on lève X millions et on achète plein de trucs, etc. Et d'un seul coup, tout grossit. On a plutôt fait un modèle boutique ou épicerie où on a cherché des clients et on a avancé avec nos clients. Mais bon, ça a été pas mal de risques, de sueur froide et de super aventures. Tu vois. Et l'activité principale de cette société, c'est? Alors, présence digitale, principalement, la majorité du chiffre d'affaires et le métier historique, ce sont les noms de domaine. Alors, un nom de domaine, bon, bah, skype.fr, c'est un nom de domaine. Skype.ua, c'est un nom de domaine pour un autre pays, pour l'Ukraine. Et Skype.hosting serait un autre, ou Skype.com, c'est aussi un autre nom de domaine. Et là, c'est le .com, c'est quelque chose de plus générique. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que font les noms de domaine, mais en tout cas, c'était assez marrant parce qu'on s'est mis un peu sur ce truc-là, sur ce marché-là, parce que ça osait rire. Il y a eu ça osait rire parce qu'il y avait des noms de domaine un peu exotiques. L'île de Niue, dans le Pacifique, a une terminaison qui s'appelle NU, enfin .nu. Et nous, on vendait des adresses aux gens. Donc, on vendait cheval.com, c'est-à-dire que si tu aimes faire du cheval, tu pouvais avoir ina@cheval.com. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va essayer de diversifier. On a regardé des autres terminaisons. Et quand on a vu le .nu, on s'est dit, tiens, c'est super. Et on a
fait un je suis tout.nu et les gens pouvaient avoir leur adresse avec frédéric@je suis tout.nu. Ça n'a pas été un succès phénoménal, mais en tout cas, ça nous a fait rire. Et on s'est intéressé un peu à toutes ces îles, tous ces petits territoires qui héritent à un moment donné d'une terminaison. C'est leur code ISO. Et il y en a qui ont eu de la chance, et il y en a qui n'ont pas eu de chance. Le Soudan du Sud, qui est un nouveau pays, il a hérité d'un code pays qui est ss.ss. C'est pas très vendeur. L'île de Tuvalu, elle a hérité du .tv. C'est super vendeur et il y a plein de gens qui directement ont dit aux gens de Tuvalu, qui sont des pêcheurs sur leur petite île, oh les gars, vous avez un .tv, on va faire un truc super sur Internet avec, on vous donne de l'argent, voilà, c'est X millions par an et on s'occupe de tout. Et du coup, le .tv maintenant est devenu un peu synonyme de tout un tas de sites de .tv. Et Tuvalu, avec l'argent récolté, a pu construire un hôpital. C'est bien. Donc c'est un bon échange. Tout à fait. Enfin, voilà. Donc on a découvert ces noms de domaine et on a fait une spécialité. Et depuis, après, on a intéressé les grands groupes. On a été chercher des clients qui sont des grands groupes et qui ont une présence mondiale. Et on leur a dit, voilà, si vous voulez un one-stop shop, un endroit où il y a un interlocuteur unique, c'est nous. Et on réservera vos noms de domaine pour toutes vos filiales dans le monde. On a par exemple Alcatel comme client qui a, dans chaque pays où il y a une filiale, ils ont leur adresse. Alors, dans certains pays, c'est facile. Dans d'autres pays, c'est un peu plus complexe. L'Internet n'est pas au même stade de développement dans tous les pays. L'Afrique, par exemple, n'est pas homogène. Il y a des pays d'Afrique qui sont qui sont arrivés un peu à une automatisation, à une simplification, et d'autres pays d'Afrique qui ont encore leur extension Internet gérée par un professeur de l'université de mathématiques. Parce qu'en général, ça a été souvent géré par des universités au départ. Et est-ce qu'on peut dire que tu étais l'un des premiers, ceux qui ont développé l'Internet en France? Ouais, on peut dire que j'étais dans le premier groupe, mais il y a des gens qui ont fait beaucoup plus que moi pour développer Internet. Mais oui, on fait partie des anciens combattants. Ou aidés, enfin encore combattants d'ailleurs, parce que là, par exemple, il y a un organisme qui s'appelle l'AFNIC qui gère le .fr. Bon, je fais partie du conseil d'administration de cet organisme. Voilà, eux, au départ, c'était l'INRIA, l'Institut national de recherche informatique et appliquée. C'est eux qui géraient le .fr. Et après, ça a évolué. Ils sont devenus un gestionnaire d'une ressource publique, d'une ressource d'importance vitale, le .fr. Donc voilà, eux, ils ont vraiment travaillé pour faire en sorte qu'Internet soit fiable et stable. Alors moi, je suis au conseil d'administration, donc j'ai suivi l'histoire, effectivement. Voilà. Donc, je peux dire j'étais là. Les pionniers qui méritent les médailles. Alors j'en ai déjà rencontré des gens qui ont inventé, par exemple, TCP/IP. C'est pas grand-chose à quelqu'un, mais c'est toute la base de fonctionnement des échanges de petits paquets entre ordinateurs pour Internet. Donc, fatalement, tous ces gens-là commencent à devenir un peu moins jeunes. Hein. Mais oui, effectivement, il y a quelques savants fous qui ont été dans des laboratoires et qui ont dit, tiens, c'est génial, je vais créer un échange de petits paquets de données informatiques et ça donne maintenant Internet. Et à la rigueur, tout le monde s'en fiche parce que ça marche. Personne ne sait qu'on utilise TCP/IP. Qui ont été les personnes clés qui ont développé Internet en France pendant les années 90? Je dirais qu'il y a... Bon, il y a effectivement les gens les gens de l'AFNIC, par exemple, pour le .fr, mais quelques opérateurs téléphoniques, enfin, pardon, opérateurs Internet. Donc, on a eu du AOL à l'époque, qui a vraiment fait beaucoup de communication, qui donnait dans tous les magazines un kit de 30 minutes gratuites, etc. Ce sont des gens qui ont contribué à faire en sorte que que le public se dise tiens, Internet, ça pourrait être utile. Il y a le Minitel.
Je me rappelle avoir travaillé dans une entreprise où on m'avait dit la France, c'est un modèle pour la vente en ligne. Dans le futur, on vendra vachement en ligne. Et la France, c'est un modèle. Regardez le Minitel. Donc, on va dire que le Minitel, finalement, France Télécom a été une locomotive à un moment et après a été un frein. Donc, voilà, des opérateurs téléphoniques. Et après, il y a eu des gens sur Internet. Alors, Club Internet, pareil. Multimania, qui était un organisme qui donnait un peu d'espace libre à tout le monde, où chacun pouvait faire sa page perso. Donc, ça a été un peu les précurseurs, on va dire, de ce que pouvait faire YouTube, où les gens mettent leurs tutoriels. Donc, ces acteurs-là, un peu gratuits, qui ont commencé à structurer le web et l'utilisation et à faire en sorte que ça soit facile à utiliser. On pourrait citer Lycos aussi, qui était un moteur de recherche, ou Alta Vista, un moteur de recherche français, si je ne m'abuse. Et bon, Yahoo est toujours là, mais Alta Vista n'est plus là. Voilà. Donc, après des précurseurs, j'ai parlé pas mal avec des gens qui avaient participé aux premières rencontres entre des scientifiques américains qui étaient arrivés en France pour dire bah tiens voilà nous on fait de l'internet, c'est pas mal, donc il y a quelques lois peut-être à passer ou à travailler pour les échanges de données. Et quand ils ont c'était venu faire un tour en Europe et quand ils ont rencontré le gouvernement français, la réponse ça a été ok, mais c'est qui le chef ici? Et en fait, voilà, par exemple, cette collision entre des gens qui avaient voulu faire un réseau, justement, un réseau égalitaire, enfin égalitaire, ou en tout cas où chacun est une partie du réseau, et des gouvernements qui disent, ben, moi, à qui je dois parler, si je veux faire un truc, si je veux demander à ce que ça s'arrête, ou à ce que ça reprenne, à qui je dois parler. Donc voilà, ça a été vraiment un premier choc des cultures. Et du coup, votre boîte, elle a participé dans tout ça. Elle a rapporté des idées dans l'unification des lois, on peut dire comme ça, les règles de la vie d'Internet dans le monde entier. Alors, il y a un organisme qui s'est créé en 98, qui s'appelle l'ICANN, qui ICA2N, qui est un organisme californien, qui est maintenant indépendant du gouvernement américain. Et c'est un peu l'endroit où on dit, bon allez, on essaie de faire les normes, on essaie d'arriver à un consensus pour qu'on gère Internet comme ça, et que ça soit le mieux pour les utilisateurs, pour les opérateurs, pour les registrars, enfin les prestataires comme nous, et pour que la police soit aussi capable de retrouver éventuellement un cybercriminel. Parce que c'est finalement un autre territoire, Internet, sur lequel il faut réinventer des règles. Au départ, il n'y avait pas vraiment de règles, puisqu'il n'y avait que des gens qui l'utilisaient en tant que chercheurs et qui étaient plutôt bien intentionnés. Maintenant, il y a des gens qui utilisent Internet, moi pour regarder les infos, mais d'autres personnes qui vont l'utiliser pour récupérer des infos ou attaquer telle ou telle personne. Donc il faut mettre des lois ou des règles dans ce territoire. Il faut faciliter l'action de la police. J'ai pas toujours, enfin, on a toujours besoin, à un moment ou à un autre, de personnes qui vont faire un peu régner l'ordre. C'est mon côté vieux, maintenant. Quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas dit ça. Mais voilà, donc il y a cet organisme qui s'appelle l'ICANN, et je participe depuis une douzaine d'années à ces réunions. Et effectivement, à certains moments, quand on est dans un groupe de travail, on va donner une idée par-ci, travailler sur une idée par l'autre. Et à certains moments, ces idées deviennent des règles. En fait, on va dire la gouvernance d'aujourd'hui, qui peut paraître un peu, des fois un peu onusienne, un peu fumeuse, un peu compliquée, la gouvernance d'aujourd'hui, c'est le détail de demain. C'est qu'on se dit, ouais, il faudrait qu'on fasse comme ça et comme ça. Très bien. Ce qui fait que maintenant, on a chaque site où on va, on est obligé d'accepter des cookies, et des cookies, et des cookies, et encore des cookies, etc., d'accepter tout le temps, toutes les 2 heures. Je caricature, mais hein. Ça, c'est il y a 10 ans, quelqu'un en termes de gouvernance a dit il faut protéger les données, etc. Donc il y a des gens qui ont travaillé, qui ont mis des trucs en place, et maintenant ils sont dans notre quotidien. Donc oui, je participe à la gouvernance de l'Internet. Après, bon, j'ai une boîte à faire tourner, donc
j'ai pas un rôle prépondérant. Il y a tout un tas de gens qui, alors parfois, sont des lobbyistes, hein, ils sont payés par leur entreprise pour faire uniquement ça et apporter un certain point de vue. En général, ils sont américains. Euh, il y a, dans cet organisme de l'ICANN, il y a également un conseil des pays. Donc les pays bah voilà, hein, en fait, on retrouve les oppositions entre différents pays. C'est assez intéressant. Euh, il y a les Américains, pour caricaturer les Américains qui pensent que la liberté du marché c'est important. D'autres pays qui pensent que Internet c'est bien mais qu'il faut le contrôler. Et d'autres pays qui essayent d'avoir un peu entre les deux. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive à garder un Internet unifié. Parce que quand on va sur Internet en Chine, on ne voit pas la même chose que ce qu'on voit quand on est en France. Et ça, donc, du coup, c'est un Internet à deux vitesses. Et ce n'est pas vraiment le principe de l'Internet. Est-ce qu'il y a des solutions que toi ou ta boîte a apportées? On a participé à l'élaboration de ce qu'on a appelé les nouveaux GTLD. C'est un programme qui permet aux entreprises de pas avoir obligatoirement un .fr ou un .com, mais d'avoir un point, mon nom de société. Donc on a travaillé avec SFR, par exemple, qui est un client à nous, et maintenant SFR a un point .sfr. Total a un point total. Et voilà, on a participé à ce programme, on a travaillé il y a eu quelques années pour arriver à un consensus. On a travaillé sur le dépôt de ces dossiers pour les clients et maintenant, bah, on gère avec eux ces extensions. Et du coup, c'est vrai que c'est assez classe d'avoir le point ma marque. Alors on dit toujours à droite du point. N'oublions pas que maintenant on a le droit d'avoir des adresses internet dans tous les alphabets, russe ou cyrillique, ou arabe. Et dans ce cas-là, le point est à gauche. Et en parlant de la boîte et surtout du fait qu'il a beaucoup grossi depuis sa création, et comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y avait les changements dans la gestion, management, organisation? Oui, il y a eu pas mal de changements. Hein. Une entreprise, et encore, on n'a pas passé 50, hein, et on a encore tout un tas d'étapes à passer. C'est comme un enfant. Il y a des crises de croissance. Hein. Il y a des moments où votre enfant grandit et donc du coup il a mal au genou parce que ça tire un peu dans tous les sens et ça pousse trop vite. Bah voilà, une entreprise c'est un peu comme ça. On a eu des caps. Au début, on s'est retrouvé à 2, 3, 4, 5, des gens qui étaient plutôt amoureux du risque, on va dire, ou en tout cas amoureux de l'aventure humaine, et qui étaient là pour la mission tous ensemble. Au fur et à mesure, ben, on a dû recruter des gens. Donc du coup, les gens qui arrivaient étaient là parce qu'ils cherchaient un travail et pas obligatoirement pour l'amour d'un risque commun. Donc il y a un peu un changement de personnalité. Et finalement, c'est bien aussi hein, d'avoir des gens qui viennent là, parce que c'est un job, ça structure l'entreprise, mais ça change parfois la mise et l'organisation. Et je crois qu'autour de 10-15, 25-30, et même le cap des 40, sont des caps qui ont été compliqués à passer pour ces brands. Et à certains moments, on a passé des caps, il a fallu qu'on revienne un peu en arrière, on s'est retrouvé avec des gens qui partaient, parce que le mode de management n'est plus adapté. Donc les gens n'ont plus vraiment de management comme il faut. Et nous, on n'a pas encore le temps de changer. Charles et moi, on n'a pas toutes les qualités du monde, mais enfin, on essaye de ne pas faire deux fois les mêmes bêtises. Donc on les fait une bonne fois, et après, bah, on s'en sert. Mais voilà, il y a eu des moments où effectivement, on n'a pas adapté nos structures de management, nos chaînes de commandement, nos documentations internes pour être 15, alors qu'avant, ça marchait quand on était 5. Voilà. Il y a eu pas mal de petites crises de croissance. Un apprentissage de ma part, hein, de la part de Charles aussi, de comment gérer des gens, que effectivement les potes du début, on pouvait leur parler d'une certaine façon. Les salariés à 30, parfois il faut un petit peu plus de forme dans la discussion.
Donc voilà, il y a eu vraiment un gros apprentissage et pas mal de changements. Il a l'impression à certains moments qu'on allait à 1000 à l'heure et qu'on était encore dans une 4L et qu'on avait pas et qu'il fallait qu'on change les pièces en cours de route sans s'arrêter. Donc c'est vraiment un peu compliqué. Mais bon, c'est très très intéressant. La croissance d'une entreprise, finalement, si on avait été, alors pareil, hein, si start-up et qu'on passe de 0 à 70 en 6 mois, je pense qu'il y a un gros choc. Là, nous, au moins, on a pris le temps d'avoir tous les chocs, de bien les vivre. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est super éducatif. Et je le recommande, un vrai travail de management et d'apprentissage. En parlant du management, quel est ton style de gestion? Alors, il a pas mal changé. Il a pas mal changé avec un peu l'expérience et le vécu. J'aime bien faire confiance aux gens. Et je fais confiance aux gens, j'explique ce que je voudrais. Et du coup, normalement, je laisse les gens faire. Je me rends compte que ce mode de management, c'est plutôt pas mal, mais il ne faut pas le pousser à l'extrême. C'est qu'à certains moments, il faut vraiment bien expliquer ce qu'on veut, parce qu'on peut pas faire, enfin, on peut faire confiance à quelqu'un, mais s'il n'a pas compris ce qu'on voulait au début, du coup, on n'aura pas ce qu'on veut, on va être déçu, et on va se retrouver dans des frustrations. Donc en fait, finalement, la confiance, ça demande beaucoup d'explications et de pédagogie en amont. Et ben voilà, il faut le faire, il faut prendre le temps de le faire, parce que pour certaines personnes, ça pouvait être pris par, tiens, il me fait confiance, il ne m'a pas expliqué beaucoup, ça veut dire qu'il s'en fiche un peu de ce que je fais. Donc non, il faut vraiment bien expliquer avec la personne au début, et après laisser faire, résister à la tentation de dire, oh, alors, c'en est où et ensuite attendre les résultats, mais bon, et normalement, quand on a les bonnes personnes, on voit où on en est, on a des gens qui vont nous prévenir, qui disent tiens, je serai peut-être en retard, tiens, j'ai ça, je fais un point intermédiaire. Donc j'aime bien laisser un peu d'autonomie. Il y a une autre chose que j'ai, en termes de contact, c'est vrai que moi j'ai tendance à tutoyer les gens. Il y a des gens qui me tutoient, il y a des gens qui me vouvoient, peu importe. Ça, c'est pas grave. Comme les gens, il y a des personnes qui sont à l'aise avec le fait de vous voyer parce que ça met une distance. Je laisse les gens faire. Je suis pas très très strict après sur le langage, mais quand même, j'essaye par rapport à il y a 20 ans de rester sur un mode de langage qui soit correct parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment ce besoin. Je me suis rendu compte aussi que je reste en général assez calme quand il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut juste poser un peu les choses et regarder comment on va le résoudre. Et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que j'ai l'impression, que je donne l'impression aux gens d'avoir un peu de panique. Parce que si les gens ne sentent pas la panique, un petit peu, hein, ils ont l'impression qu'on s'en fiche. Si on est trop calme, parfois, ils ont l'impression qu'on s'en fiche. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'essaye de dire oh là là, bon, là c'est un vrai problème, et de bien verbaliser le fait que ce soit un vrai problème avant de chercher des réponses. Donc voilà, je me suis adapté en fait, parce que je me suis rendu compte que quand on communique à X personnes, de toute façon, c'est jamais compris de la même façon. Et j'essaye d'être le plus clair possible. Bon, c'est pas gagné, hein. Et comment tu motives tes collaborateurs? Alors, une des façons de les motiver, ça a été de plus leur parler. Puisque maintenant, je parle plus qu'au directeur. Parce qu'avant, en fait, il y avait un moment où effectivement, on avait pu avoir l'impression que pour motiver quelqu'un, on va lui parler. Mais finalement, dans certains cas, c'est le patron qui vient leur parler, qui squeeze leur manager, et ils ont l'impression que ce qu'on dit, c'est un ordre. Des fois, je dis, tiens, c'est bien ça, faudra le faire un jour. Et d'un seul coup, poum, la personne changeait son emploi du temps, elle faisait le truc et elle disait rien à son manager parce qu'elle avait l'impression que c'était un ordre. Donc voilà, comme je disais qu'il fallait être plus clair. Donc maintenant, effectivement, pour motiver les gens, je pense que c'est important de motiver leur directeur ou leur manager.
puisque c'est plus à un moment, c'est plus à moi spécialement, enfin c'est plus notre rôle de parler aux équipes, même si on a envie de leur parler, parce que déjà, c'est un métier qu'on adore, c'est une boîte qu'on adore, et on a plein de choses à dire. Mais bon voilà, le meilleur moyen pour les motiver, c'est de ne parler qu'à leur manager et d'être cohérent et d'arriver à prendre des décisions et peut-être parfois même des décisions qui plaisent pas, mais quand le fait de les prendre est aussi quelque chose qui motive les gens. Le fait de ne pas prendre de décision, parce qu'on se dira, ah ouais, mais si je fais ça, si je fais ça, bon, ça ira bien comme ça. Bah, peut-être que parfois, c'est ça qui motive pas les gens. Le fait d'avoir des décisions claires motive. Bon, on est deux et parfois on n'est pas toujours d'accord, hein, mais c'est un peu la vie de couple. Mais bon, Charles a 80%, j'ai 20%. Donc dans les discussions, il a raison. Et ta gestion, comment c'est organisé au sein de ta boîte? Dans le sens de... Est-ce que tu vois tes collaborateurs tous les jours, vous faites les réunions, ou peut-être vous utilisez le mail ou les chats comme WhatsApp, Viber. Donc, quel outil tu utilises et comment tu t'organises? Alors, on a une messagerie interne, Mattermost. C'est basé sur Slack. Donc c'est pas mal comme outil. Parfois, c'est un peu too much. Et c'est après une question de génération peut-être aussi. Mais bon, voilà, messagerie instantanée, échange de fichiers, Mattermost. Euh, Partage de fichiers, après, on a un réseau, enfin un réseau tout simple, hein, sur lequel on a tous nos documents. On a un wiki pour les procédures, pour documenter les choses, pour faire en sorte qu'on a un métier de procédure en fait, et pour faire en sorte que les gens n'aient pas à chercher, à réinventer la roue à chaque fois. Et ensuite, à l'heure actuelle, et depuis le 15 mars, bah, on est en télétravail tous. Donc, c'est Zoom pour les visioconférences. Et bah, je fais un quiz le vendredi après-midi, un petit Zoom avec un goûter à 15 heures. De temps en temps, le lundi soir, on fait une séance à 4 heures, qui est un peu une séance ouverte où les gens peuvent venir discuter sur Zoom. Et puis après, les autres réunions sont sur Zoom, les réunions d'équipe sur Zoom. Mais effectivement, tout le monde est en télétravail. Après, il y a quand même encore des livraisons parce qu'on fait de l'hébergement aussi Internet. Et l'hébergement a besoin, l'hébergement Internet, on a besoin de matériel à un moment, de câbles, de prises électriques, etc. Donc là, voilà, on se fait livrer des choses qu'on amène, qu'on remet pour remettre à jour un peu nos infrastructures. Bon, il y a quand même encore un passage au bureau obligatoire, pour le courrier aussi, le courrier postal. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde est en télétravail et c'est Zoom. Après la téléphonie, on a un système de voix sur IP qui fait que bah, les gens ont le téléphone sur leur ordinateur. Ça marche plutôt bien. Alors, je touche du bois. On a réussi à passer tout le monde en télétravail assez facilement. On était prêts. On avait vécu les grèves avant, en novembre. Et bah, tout le bureau parisien avait été en télétravail tout le temps. Voilà, donc on était prêts. Le jour où j'ai lancé le mot, bah voilà, plus personne ne rentre, parce que ça faisait une semaine que tout le monde partait avec son ordinateur le soir. J'ai dit, voilà, plus personne ne rentre. Il y a eu, allez, on va dire, 3-4 problèmes le premier matin, des gens qui avaient juste des réglages à faire. Et après, on avait pas mal de gens qui étaient en télétravail aussi. Et comment ça se passe, notamment en télétravail? Les gens sont prêts à travailler comme ça? Est-ce que ça leur apporte plus? Comment tu le vois du point de vue du directeur? Alors, le télétravail, bon, c'est quelque chose qu'on a appliqué depuis quelques années, hein, plusieurs années. On a deux personnes qui sont, eux, en télétravail à 100%, un à Lyon et un à Strasbourg, une à Strasbourg. Il y a des gens qui étaient demandeurs, qui voulaient une journée ou deux de télétravail parce que dans l'open space, pour eux, c'était un peu embêtant d'être interrompu parfois. Donc on l'avait un peu généralisé. Il y a des gens qui aiment bien. Ça se passe plutôt bien en général. Et ça a été un peu plus compliqué pour la mise en place parce que là, il y avait plus d'école. Donc en fait, quand on est en télétravail et qu'on a tout l'appartement pour soi toute la journée au calme,
Bah, c'est pas la même chose que quand on a son compagnon ou sa compagne et ses 3 enfants et tout le monde en télétravail dans la même pièce. Donc ça, c'est pas facile. C'est Oui. c'est un petit peu différent et je pense que pour certaines personnes, c'est impossible surtout. Euh, Puisque on fait mal le travail, on fait mal on s'occupe mal des enfants et on s'occupe mal de sa compagne. Donc, et tout le monde est tendu à la fin de la journée. Donc voilà, ça a été quelque chose qui a complexifié un peu les choses. On est en train de faire un sondage justement pour savoir si les gens veulent retourner au bureau ou pas. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudront demander plus de télétravail. On se rend compte que il y a des gens qui sont efficaces autant, d'autres personnes qui sont pas beaucoup plus efficaces, voire moins. Euh, Moi, je me rends compte que 100% de télétravail, je suis beaucoup moins efficace. Mais bon, du coup, je suis obligé de travailler 2 fois plus, ça sert à rien. Non, non, c'est vraiment. Je pense que Severance, le télétravail chez Severance va prendre une autre ampleur. Et en même temps, pour moi, je pense qu'il faut quand même toujours qu'on garde des moments où on se retrouve autour d'une machine à café, quoi. Et qu'on se voit et qu'on prenne le temps, parce qu'on a construit une aventure humaine avec des gens. Bon, bah, c'est quand même pour les voir à un moment. Donc voilà. À suivre, en tout cas, sur l'évolution. On a demandé vraiment aux directeurs de gérer leurs équipes, de bien suivre les charges de travail, de bien vérifier, enfin, pas vérifier, mais identifier les gens qui seraient complètement inefficaces. Alors, pour des raisons, 4 enfants ou pas Internet chez eux. Mhm. Voilà. On a une personne qui a eu des travaux, hein, elle n'a pas eu Internet pendant 2 jours. Bon, bah, c'est compliqué le télétravail sans Internet. Euh, donc voilà, on essaie de faire un suivi et pour l'instant ça se passe bien. Et comment tu penses, vu la crise qu'on vit tous ensemble, quel impact ça va faire sur le monde du travail et sur le monde de technologie? Bah, déjà, un des premiers, enfin, on a vu les premiers impacts, ça a été Zoom par exemple, ou d'autres systèmes qui ont eu du mal à tenir la charge parce que ça passait peut-être de 10 à 100 comme usage. Bon, bah, c'est quand même une grosse montée en charge et c'est pas facile. Techniquement, il faut rajouter des câbles, des tuyaux. Maintenant, je pense qu'on a tous remonté un peu le truc. Ça va encore remonter, il va encore y avoir besoin de tuyaux, de fils électriques, etc. Il y a pas mal de solutions au fur et à mesure qui vont sortir pour simplifier encore plus le télétravail. Donc oui, il y a une crise qui fait qu'on pourrait se dire tous, tiens, télétravail, télétravail. Mais non, parce que derrière moi, il y a des bandes dessinées. La bande dessinée, il faut que j'aille l'acheter dans un magasin. Ou bon, je peux la commander, c'est sûr. Mais je ne sais jamais ce que je vais acheter quand j'arrive dans un magasin. Donc le contact humain, enfin, il y a des métiers qui vont rester essentiels pour le monde physique. On pourra peut-être les aider avec des systèmes informatiques pour mieux approvisionner, peut-être pour gérer des click and collect plus facilement. Euh, mais non, il faut quand même garder un peu de physique, quoi. Faudra retourner au bureau un jour pour qu'on se parle. Ah ouais, ah ouais, absolument. Ouais. Voilà. Et tu penses que ça va faire développer certains domaines beaucoup plus que maintenant? Ouais. Alors on a assisté à ça en France, hein, sur une numérisation forcée, à marche forcée des petites PME. Mhm. Tous les magasins du quartier, de ton quartier, de nos quartiers, d'un seul coup, on leur dit, bah, vous pouvez plus ouvrir. Les gens, ils n'ont plus rien à vendre. Au bout d'une semaine, ils se disent, tiens, et si je prenais des commandes en ligne et qu'après je livre? Enfin, ça, cette numérisation, elle a eu lieu pour plein de boîtes. Alors, pas tous, hein, et encore, même un cordonnier, on prend rendez-vous, il vient chercher mon blouson de cuir et il le répare et après il revient. Donc oui, non, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont pouvoir chercher des solutions et vendre des solutions, trouver des solutions pour les PME et leur numérisation. En parlant de numérisation, je veux dire, l'équipement informatique des gens maintenant, je veux dire, une imprimante, c'était pratique, hein, pour imprimer les autorisations de sortie. Donc voilà, il a fallu s'équiper pas mal. Euh, et le sport, enfin moi j'ai investi dans un vélo d'appartement du coup.
Mais voilà, donc non, il y a le soin chez soi, tous les outils de collaboration, tous les outils qui simplifient finalement la mise en relation d'un vendeur et d'un acheteur et qui évitent qu'on ait trop de contacts. Tout ça, ça va exploser et ça a explosé. Ok. Je sais que pour ton travail, tu as beaucoup voyagé et peut-être donc tu continues à voyager et du coup tu vois différents pays. Mhm. Et comment tu penses, qu'est-ce qui sont les avantages et les désavantages de faire le business en France? Bon, alors, je voyage plus beaucoup en ce moment, c'est pas gagné. Euh, alors, avantage, désavantage du business en France. Bon, bah, on a une équipe française, globalement. Donc, faire du business en France, c'est beaucoup plus facile avec des Français. Donc, voilà, ça, c'est déjà un premier avantage. Euh, un désavantage, c'est bah, que parfois, la souplesse d'un collectif, enfin, je ne vais pas dire que le code du travail est trop strict, mais parfois, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Mhm. Et on peut avoir surtout des personnes qui ont des fois un esprit français qui est parfois un peu râleur ou assez basé sur la défense de ses acquis, Mhm. euh, qu'ils soient acquis ou pas. Enfin voilà, donc parfois c'est un petit peu compliqué. Euh, et un des désavantages aussi, alors peut-être plus parce qu'on est à Marseille, c'est de trouver des gens qui parlent anglais. Parce qu'on essaie d'avoir à chaque fois des gens qui parlent anglais, puisqu'on a des clients anglophones ou étrangers, donc on parle Mhm. tous anglais. Quand on veut demander à une personne qui fait tel type de boulot, tel type de boulot, et qui parle anglais, le fait de cocher ou pas anglais multiplie par 10 ou divise par 10 le nombre de candidatures. Donc ouais, ça serait bien que les Français parlent mieux plus de langues étrangères, un peu comme toi. Euh, mais après, non, les avantages, c'est aussi que bah, on a tout un tas enfin, tout un tas de structures qui font que bah, y a des écoles, il y a des universités, il y a des stagiaires, il y a des gens qui arrivent formés. Voilà, on a quand même un pays qui produit des gens plutôt bien qui nous amène même à bon port en cas de crise, parce que bah, on a bien vu là, en 2 mois, on peut râler sur l'organisation, les masques, etc. Mais il y a un pays qui protège un peu tout le monde, les entreprises ou les personnes, les particuliers. C'est vrai. Tu as fait l'école de commerce. Mhm. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi pendant tes années des études? Euh, légal. Euh, euh, je crois que c'est d'apprendre à apprendre. Mhm. On peut avoir tous les cours qu'on veut. Si j'apprends la loi de finances anglaise en 1995, bah, il y a des chances qu'elle ait changé maintenant. Et surtout si je fais du business dans un autre pays. Donc en fait, apprendre à apprendre. Apprendre à raisonner de façon globale et à se dire, bon voilà, ok, dans ces cas-là, je vais m'adapter à ça. J'aurai besoin de savoir telle information. Et le jour où j'aurai besoin de cette information, j'irai la chercher. Il faudra juste que ça s'imbrique un petit peu ensemble. Voilà, je pense que ça, c'est un vrai truc. Et d'être un peu livré aussi à nous-mêmes, parce qu'on est parti à l'étranger dans cette école, et de se rendre compte que bah, voilà, j'étais un petit Français tranquille chez moi, dans ma ville que je connaissais, voilà, et de se rendre compte qu'il y a tout un tas de gens qui pensent différemment, de personnes qui voient les choses différemment, et qu'il faut juste s'imprégner de toutes ces cultures, en gardant la sienne, mais s'imprégner de toutes les autres cultures et s'éclater à les découvrir, quoi. Et tu gardes toujours les relations avec l'école de commerce. Oui, oui, j'ai des stagiaires parfois qui passent ou des étudiants qui font des missions entreprises. Donc oui, j'ai des liens avec cette école, j'aime bien. Mon fils est entré dans cette école aussi. Il a réussi hein, le concours. Et ouais, on garde des liens. Parfois, je fais les jurys aussi. Donc ouais, mais cette année, il n'y avait pas de jury. Plus de jury, plus de rencontres, plus de voyages. Et comment tu juges les candidats? Ben, Qu'est-ce qui décide? Comment tu décides que celui-ci, oui, il passe et l'autre, non.
Euh, Comment tu évolues plutôt que juge? alors, je crois il y a une recherche du potentiel. En général, quand on est en jury, on est entreprise et avec un prof. Donc, on essaie de chercher le potentiel de la personne. Le potentiel de la personne, ben, on va le voir dans la façon qu'elle a de s'exprimer, dans ce qu'elle a vécu et dans ce qu'elle retire de ce qu'elle a vécu. Parce que si une personne a vécu 1 milliard de trucs, voilà, un enfant, un gamin de 19 ans qui arrive, qui est fils de diplomate et qui a habité dans 12 pays différents et qui, à la rigueur, parle 3 langues, mais qui n'a jamais rien retenu de tous les pays dans lesquels il est allé parce qu'il a passé son temps dans la même école française avec les mêmes types de personnes et qu'il n'a jamais vraiment eu d'intérêt pour la culture, bah, c'est peut-être pas aussi bien que quelqu'un qui a fait des choses une fois et qui s'est imprégné, qui s'est lancé et voilà, on essaie de juger en fait la capacité de ces personnes à bah, s'adapter à là où elles sont et leur enthousiasme aussi, hein, quand même. Et puis bah, c'est comme tout, hein, des fois il y a un feeling et surtout l'objectif c'est de voir qui peut apporter quelque chose à l'école. L'école peut apporter quelque chose au candidat, mais plus il y aura de personnes passionnantes dans cette école, comme il y en a eu par le passé, comme tu en connais aussi. Plus il y a de personnes passionnantes dans une école et plus l'école est passionnante. Donc on essaie de chercher les bonnes personnes pour ça. Est-ce qu'on apprend dans ce genre d'école à faire le business, à créer des entreprises et se lancer dans cette aventure d'entrepreneuriat? Alors, j'ai l'impression qu'on apprend à le faire, qu'on apprend les théories. Ils essayent de faire toucher du doigt un petit peu plus en détail le pratique. Je pense que après c'est à l'étudiant de faire le pas pour le dernier kilomètre euh, qui le sépare de la vraie création et qui est à un moment ou à un autre de prendre ses petites mains et de bosser pour de vrai, quoi. C'est un peu parfois le problème dans certaines formations. On va avoir envie d'être directement à un poste où on fait faire et oublier que parfois, bah, c'est concrètement, il faut prendre ses petites mains, appeler au téléphone des gens, faire soi-même ses courriers, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un directeur d'une entreprise? Euh, il faut soit la créer et la faire grossir pour devenir le directeur, soit postuler finalement pour un poste. Et bah, peut-être déjà, avant de postuler pour ce type de poste, il faut avoir le temps d'avoir expérimenté deux, trois choses, de savoir faire les choses. Alors, moi, je sais plus faire, hein, enfin, je sais plus faire ce que les équipes font en détail, mais bon, je l'ai fait à un moment. J'ai même inventé les process, etc. Maintenant, je ne sais plus le faire, mais je vois à peu près ce qui se passe. Quand un client n'est pas content pour quelque chose, quand un client veut un dossier, quand un client est content pour quelque chose aussi, et quel est le flux d'informations pour qu'un client soit bien servi et que ce soit plus facile pour nous. Donc, à partir du moment où on maîtrise en fait cette espèce de géométrie dans l'espace, de flux d'informations entre un client qui ne doit pas avoir d'appel perdu, qui doit être servi de la meilleure façon, un client à qui on peut dire non, si on est capable d'expliquer pourquoi on dit non, mais voilà, si on a cette vision de ce parcours du plaisir du client, bah, je pense qu'après on est capable de devenir un directeur si on en a envie, parce que et de transmettre ce savoir ou cette vision à des équipes. Et bon, par contre, si on a envie de continuer à le faire, il ne faut pas être directeur, il faut continuer à le faire. Et quelles qualités il faut posséder pour être un directeur, d'après toi? Je crois qu'il faut être en paix avec soi-même. Ça, c'est pas mal. Parce que déjà, au moins, ça évite de se disputer avec soi-même et avec les autres. En paix avec soi-même et comprendre effectivement, être capable de comprendre de façon bienveillante que telle ou telle personne peut avoir tel ou tel problème à un moment et que c'est pas grave. Euh, mais être capable aussi à certains moments de dire non, mais là, si tu as tous les jours le même problème, c'est un autre problème. Donc, non, un côté, avoir du recul et un peu de bienveillance. Après, on peut gérer des gens et on peut toujours dire qu'il faut être clair, il faut être directif. Directif, je sais pas, ça dépend.
Ça dépendra en fait du public qu'on aura ensemble. Mais voilà, si on est clair, bienveillant et qu'on est en paix avec soi-même, c'est déjà un bon début. Combien d'heures par jour tu travailles? Ah, grande question. Je sais pas, ça dépend des jours. Après, je pense pas qu'il faille travailler 10 heures, 15 heures par jour. Effectivement, je suis pas non plus un bourreau de travail. Je pense qu'une bonne journée de 10 heures, ça permet de faire avancer pas mal de choses. Mais il faut pas le faire tout le temps. Il faut pouvoir alterner avec des journées un peu plus light, où on prend le temps de faire un peu de sport ou de faire autre chose. Il y a des personnes qui, après, n'arrivent pas à rester concentrées ou efficaces au bout de 10 heures. Euh, Quand j'arrive au bureau à 8 heures, que je repars à 8 heures, c'est vrai que je ne fais pas les mêmes choses à la fin qu'au début. Je pense qu'une fois qu'on se connaît, finalement, on sait à peu près son rythme et il faut juste être capable de tenir son rythme. C'est plus une question de rythme. Tel le matin, je fais ça parce que je sais que je suis plus efficace là. Le soir, je fais ça parce que je sais que je suis plus efficace. Et si on arrive à s'organiser et à suivre ces rythmes, le, le nombre d'heures ne devient plus vraiment un élément important. Enfin, après, il faut quand même travailler. Et comment tu te reposes? Bah, je me repose. Alors, en dormant, c'est important de bien dormir, mais entre-temps, je m'échappe un peu en écoutant de la musique, en écoutant pas mal de musique. Bon, après, je l'ai dit, hein, Daydream, c'était ma première société et elle vendait de la musique. Une des raisons aussi pour lesquelles, à un moment, c'était compliqué, c'était que j'écoutais de la musique pour savoir si je pouvais la vendre et je l'écoutais plus pour le plaisir. Et c'est un peu un choc. Donc, au moins, le fait d'avoir maintenant une entreprise qui fait de l'hébergement Internet et des noms de domaine, je peux garder la musique juste pour le plaisir. Et ce plaisir à travers la musique, bah, c'est vraiment un truc qui ressource. Alors, j'écoute de la musique le matin, le soir, éventuellement dans la journée quand je peux et quand j'ai pas à parler avec d'autres personnes. Et c'est vraiment un truc qui ressource. Et après, aller voir des concerts, ça c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais voilà, j'espère en tout cas pouvoir revoir des concerts le plus rapidement possible. Et comment on peut être de l'un côté directeur d'entreprise, de l'autre côté aimer le punk extrême? Que je sais, c'est ça ce que tu aimes. Alors, il y a. C'est une vraie question, hein, c'est une vraie question. Le genre de musique est peut-être pas obligatoirement important. Alors c'est vrai que ça détonne un peu si je parle de mes goûts musicaux quand on est à une réunion avec d'autres directeurs. Il y a un truc qu'il faut voir, c'est que le punk et la scène do it yourself, en fait, à un moment, dans les années 80-90, Mhm. finalement, c'est pas du libéralisme total, mais c'est de l'entrepreneuriat. Ce sont des personnes qui, à un moment ou à un autre, montent leur groupe, elles montent leur tournée, elles vont faire leurs concerts, elles organisent elles-mêmes leur label, une maison d'édition, etc. Bah, donc finalement, c'est la même chose que de monter une entreprise. C'est juste faire en sorte de réaliser son rêve soi-même sans que personne puisse interférer. Alors, après, effectivement, c'est une entreprise maintenant, donc un peu c'est plus aussi libre qu'avant. Mais il faut garder cet esprit-là. C'est un esprit entrepreneuriat et on avance et on fait les choses un peu à notre sauce. Et ben, c'est comme ça qu'on arrive à mon sens, rejoindre punk et entrepreneuriat. Après, effectivement, c'est dur psychologiquement, enfin en tout cas intérieurement, de se dire qu'on doit effectivement faire respecter des règles à des personnes de façon stricte, et que d'un autre côté, on se dit, bah, finalement, ces règles-là sont pas super. C'est la limite du collectif ou de l'autonomie. Je veux dire, si une personne, tu peux lui laisser de l'autonomie, il faut juste que cette autonomie soit utilisée pour le collectif. Et si à un moment ou à un autre, la personne n'utilise pas cette autonomie pour le collectif, bah, peut-être qu'il faut être un peu moins souple sur les règles. Donc ouais, c'est parfois schizophrène. Je sais que tu as fait beaucoup de concerts et beaucoup de festivals. Mhm. Quels sont les plus impressionnants pour toi? Et voilà, c'était intéressant d'entendre tes impressions.
Alors, si on commence à... Alors, il y a un des plus gros festivals où j'ai été qui était Glastonbury, Mhm. voilà, où j'ai été qui était vraiment une espèce de cours des miracles puissance 5 millions, d'endroits magiques. Alors, près des tombes du roi Arthur, soi-disant la terre était magique, il y avait de l'énergie qui sortait des pierres, il y avait de l'énergie qui sortait des scènes aussi, parce qu'il y avait pas mal de concerts plutôt bien, et une espèce de population juste magique. Et je crois 100 000, 150 000 personnes qui étaient là. Donc voilà, vraiment quelques jours dans un endroit un peu complètement à part. Donc ça, voilà, ça c'est un gros souvenir. Euh, Et c'était quand j'avais 20 ans. En même temps, l'année dernière, j'ai été à un festival. Alors, c'était un petit peu différent, hein, mais je me suis retrouvé dans un endroit dans la nature, avec plein de scènes, et dont une scène sous un petit bois, une scène avec la colline derrière, une autre scène qui surplombait Bilbao. Finalement, un festival qui a été pensé pour que les gens puissent prendre du plaisir à voir la musique, autant qu'à l'écouter et avec en plus de la bonne nourriture. Enfin, c'est important en festival, bon, c'est bien gentil, mais si on peut manger une merguez tous les jours, bon, bah, c'est ennuyeux. Là, il y avait vraiment plein de choses à manger, plein de bonnes choses à écouter et un super cadre. Et voilà, bah, j'étais un peu plus vieux, mais j'ai passé un super festival. Alors effectivement, à un moment, j'ai peut-être plus pris un verre de vin qu'une bière. Mais c'était vraiment voilà. Pour moi, un super endroit, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été à un festival où le cadre était juste fait pour que les gens soient libres de se coucher dans l'herbe, parce qu'il y avait de l'herbe, et qu'elle était accueillante. Voilà. Donc ce festival-là était vraiment génial. Et puis après, des concerts, oui, j'en ai fait plein. Il y a des concerts dans des salles où on sent la sueur, où le parterre est jonché de verres vides et effectivement où les gens se bousculent un peu, etc. Ça, c'est un truc que j'adore. Je ne sais pas si je peux en ressortir vraiment un plus qu'un autre, mais l'espèce de communion ou un concert où j'ai été tout seul, par exemple à Paris, parce que je voulais voir absolument le groupe qui était là et voilà, à la fin du concert, j'étais épuisé d'avoir dansé, tout en sueur. Et j'ai rencontré un autre mec qui avait à peu près mon âge et qui était dans le même état que moi, qui était épuisé et en sueur. Et on a regardé nos t-shirts et on s'est dit, ah ouais, génial, tu aimes ce groupe, t'aimes ce groupe. Et finalement, on a passé tout le reste de la soirée ensemble. Et à la fin, on a fini avec le groupe qu'on était venu voir, qui était sorti et on était encore là. Et on a rencontré d'autres gens qui les attendaient. Et un concert, c'est la musique, c'est le spectacle, c'est le ressentir les basses, etc. Et c'est aussi les rencontres qu'on y fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu es animateur à la Radio Voûte. Qu'est-ce que ça te donne? Animateur à Radio Wood, c'est bon, Radio Wood, c'est une web radio. Une web radio, on est basé à Marseille, on est plusieurs animateurs et on diffuse sur Internet. Donc il n'y a pas d'antenne hertzienne, etc. Et on diffuse la musique qu'on aime. Donc la journée, c'est un peu des playlists, on va dire des sélections musicales. Et moi, j'aime bien faire écouter tel ou tel morceau aux gens. Donc du coup, ça m'a appris à le cadrer parce que autant on peut le faire à une soirée, deux soirées, mais après, il faut le faire. Si on veut le faire tous les jours, bah, des fois, faut l'organiser et puis il faut que ça plaise un petit peu. Je ne peux pas toujours mettre tout ce qui va être extrême trop fort. Et, euh, et ce qui m'a éclaté de plus en plus, c'était de faire des émissions parlées. Et donc j'ai un collègue qui s'appelle William. Et avec William, on a fait une émission qui s'appelait Radio Kills. Et ben, on se mettait finalement autour d'une table chez lui ou chez moi, avec à manger, à boire, et on s'enregistre en faisant écouter tel ou tel morceau. Et ça, c'était super. J'aimais bien le côté où on entend les assiettes qui font gling, on entend les cacahuètes qui font crum crunch. J'aimais bien ce côté-là. Et après, ouais, j'ai commencé à avoir envie de me rajouter un micro, deux micros, de rajouter d'autres trucs. Et je me suis acheté un petit peu de matériel.
Et j'ai commencé à faire des pastilles sonores, des chansons avec des commentaires. Et après, j'ai fait toute une émission pendant le confinement, Oui. des interviews d'un quart d'heure avec des personnes par téléphone, une chanson le point de vue de la personne sur le confinement euh, par la table de mixage, par le téléphone. Et ça, j'ai trouvé ça a été une expérience super variée et super formatrice pour moi. Et tu as Intéressant. participé d'ailleurs. Ah oui. Oui, merci pour ton invitation, c'était très intéressant. Tu habites Marseille Oui. et ça fait longtemps que tu habites Marseille. Et comment tu es arrivé à Marseille et pourquoi tu as décidé de rester là? Quand j'étais, bon, j'ai fait un petit bout de mes études à Marseille. Et après, on s'est retrouvé ailleurs à Paris avec la mère de mes enfants. On s'est retrouvé à Paris et je dis bon, non, moi, je ne voudrais pas rester à Paris. Et donc, en fait, le premier poste qu'on lui a proposé, c'était Marseille. Et on s'est dit, bah tiens, Marseille, on connaît, c'est sympa, allons-y. Et c'était il y a 22 ans. Et j'ai rencontré des gens, j'ai bien aimé la ville, j'aime vraiment bien la ville, avec son côté un peu, avec ses défauts et ses qualités. Et ben, voilà, je suis toujours là et j'aime les autres villes, mais j'aime bien revenir ici. Tu as vécu aussi un peu à Londres. Qu'est-ce qui était le plus attirant dans cette ville? Ah, la musique, hein, j'aurais pu dire les musées, c'est génial. Ben non, pendant les 2 ans que j'ai passé à Londres, je crois que j'ai pas vu beaucoup de musées, peut-être une fois par inadvertance. Par contre, j'ai écumé toutes les salles de concert, toutes les boîtes, à la recherche de tous les groupes pour lesquels j'avais lu quelque chose, pour lesquels j'avais entendu un morceau. Et d'un seul coup, je me retrouvais à Londres. Je venais de Dijon. Voilà, il fallait que je les voie, il fallait que j'aille les voir, et j'avais pas le temps d'aller voir les musées. Ah, mais c'est bien, elle est géniale pour ça, Londres. Ouais. Quand tu as été le plus heureux? Ah ben, tout à l'heure en décrochant l'appel avec toi. Ah, merci. Merci. Écoute, merci pour cette interview. Ouais, de rien, merci beaucoup. Et vive Inna Saga, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous qui ont été avec nous. Et si ça vous a plu, j'espère bien que ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires. Et surtout, pour être au courant de qui sera avec moi la prochaine fois, abonnez-vous et restons en contact. Et ça va être aussi intéressant qu'aujourd'hui. Merci. À bientôt. À bientôt.